de personnes concernées elles-mêmes, hein, déjà, puisqu'on a des jeunes qui sont au CA, l'association, qui est constituée également d'un collectif de parents. Ce sont des parents qui sont très, très, très actifs dans toutes nos activités et qui sont certains d'entre eux au CA également. Et puis, une équipe également qui est constituée d'encadrants bénévoles. Je voulais juste dire un mot sur eux parce que notamment, si vous avez pu voir les prestations de nos acteurs ce matin, c'est bien grâce à eux, parce qu'ils s'engagent toutes les semaines et ils sont sur le pont tout le temps pour pouvoir encadrer des ateliers en connaissance des spécificités des TND, puisqu'ils sont tous sensibilisés aux spécificités. Et puis, bien entendu, des professionnels pour l'accompagnement de ces jeunes. Alors, des professionnels accompagnants à l'emploi, éducateurs spécialisés, etc. On en parlera. Et notre psychiatre référent, Didier Lucchio. Donc voilà, nous sommes une équipe qui travaillons en connaissance des spécificités TSA-TND dans une optique neurodéveloppementale, bien entendu. Nous nous définissons très souvent comme étant facilitateurs de liens sociaux, parce que oui, que ce soit le logement, le travail, les activités en dehors du travail, tout ça, ça permet de développer du lien social. Et s'il y a bien un point qui est important et dans lequel on voit arriver des jeunes adultes qui sont en demande d'activité, c'est bien pour l'isolement social dans lequel ils sont au départ. Donc toutes nos actions vont vers le sens d'apporter en fait des solutions alternatives en milieu ordinaire pour créer ce lien social et pour avancer dans l'autonomie dans la vie en milieu ordinaire. Et nous développons donc ces solutions alternatives de manière à faire en sorte que l'accompagnement social, l'accès et le maintien au logement, l'accès et le maintien au travail se complètent pour former une vie la plus autonome possible. Voilà. En milieu ordinaire. C'est globalement notre mission générale. Alors parmi nos principaux projets, vous en avez vu une partie ce matin, il y a également un très grand projet travaillé depuis plus de 5 ans aujourd'hui, qui est le projet d'habitat inclusif Gramont-Molière. Vous allez voir si voilà. Donc voilà ça bouille. Il est situé à avenue Gramont. C'est l'ancienne poste de Tours qui a été réhabilité. Alors, le projet d'habitat inclusif Gramont-Molière, on le travaille depuis le début avec notre partenaire immobilier, le bailleur Ligéris. Et donc, voilà, vous avez, en fait, on travaille. Alors, évidemment, il n'y a pas tout l'immeuble hein, pour l'habitat inclusif. Pardon ? Heureusement, parce qu'il faut un collectif de taille raisonnable, on est bien d'accord. Et donc, là, la partie de l'association AEA se situe sur le rez-de-chaussée et sur le premier étage, les autres étages étant des locations étudiantes. Donc, vous voyez, on est bien sur un habitat en mixité, déjà. Et ensuite, 6 appartements au premier étage, 6 appartements T2, qui sont à des logements conventionnés, hein, à loyer réglementé, qui sont appelés logements passerelles. Pourquoi ? Parce que l'idée est qu'ils constituent un tremplin vers le fait de vivre en toute autonomie dans un logement ordinaire par la suite. Voilà, donc nous accompagnons nos jeunes à pouvoir vivre en toute autonomie. Et puis, c'est un logement qui est au cœur de la cité. Alors là, plus au cœur que ça, on ne peut pas, parce que l'immeuble est au pied des trams, des bus, etc. Tous les commerces, services de proximité sont accessibles à pied. Et même, vous voyez, même le médecin généraliste qui est partenaire du projet associatif se situe à 300 mètres dans le quartier. Donc voilà, on a tout centralisé. Et puis, on l'a dit, un collectif de taille raisonnable avec une mixité résidentielle, et ça, c'est important. Parce que nous sommes sur de nouvelles formes d'accompagnement et de nouveaux besoins également. Et je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, Madame Mermerge. C'est que c'est bien la recherche qui nous a permis ça. Qu'aujourd'hui, il y a de nouveaux besoins, il y a de nouvelles demandes et de nouveaux besoins d'accompagnement. Donc, on essaye de répondre au présent à ces nouveaux besoins. Alors, c'est aussi, grâce à la recherche, on est d'accord, que l'aménagement des espaces a pu se faire en lien avec les spécificités, et notamment les spécificités sensorielles, puisque vous voyez que alors on a parlé des espaces privés, 6 appartements T2, un point important, c'est que la notion de chez-soi est préservée, puisque tous les autres appartements sont livrés meublés durables. Je précise, parce qu'il s'agit d'un bâtiment durable quand même, on en est assez fiers, et ça vient dans la philosophie aussi de ce qu'on fait,
puisqu'on va, va travailler des activités éco-citoyennes, des projets de quartier, etc. Donc tout a un vrai sens et une logique. Et donc des appartements qui sont livrés non meublés de manière à ce que le jeune puisse s'approprier son espace. C'est un point important, l'identification au lieu d'habitation. Et puis, qui est un espace nuit séparé avec un grand salon de manière à permettre à ces jeunes habitants de pouvoir inviter chez eux. Ça, c'était un point très important aussi, avec une entrée privative qui se situe. Alors, l'entrée principale du bâtiment pour tous les autres locataires se trouve ici, et l'entrée privative, que ce soit pour les locaux communs ou les espaces privés, se situe sur une entrée privative pour tous les jeunes qui sont sur cet habitat. Et puis sur les espaces communs et ressources, vous avez le bureau de l'animateur ici quand on rentre, ensuite l'espace détente collectif 40 mètres carrés pour pouvoir justement partager, avoir cette vie partagée, et puis des salles d'activité et de réunion pour tout ce qui est activité de groupe, parce que là on met l'accent énormément sur le groupe, sur tout ce qui se fait, et les échanges et l'entraide entre les personnes qui vont, les habitants eux-mêmes, mais aussi ceux qui vont venir dans l'habitat, donc les autres adhérents, etc. Et puis des salles de réunion qui permettent tout ce qui est événementiel, et puis les partenariats également dans le quartier. Et je suis assez d'accord que si il n'y avait pas les avancées de la recherche, et là on n'aurait pas pu aménager de façon autant en lien avec les spécificités, parce que tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a travaillé au niveau des lumières, de la sonorisation, du choix des matériaux, du choix des couleurs, etc. Tout a été fait grâce à des échanges rapprochés avec le CRA de Tours, et notamment avec Emmanuel Roux, que je salue aujourd'hui, parce qu'il nous a fait vraiment avancer dans notre réflexion au tout début, et on a travaillé main dans la main. Voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur l'adaptation au niveau. Alors, évidemment, ils sont livrés non meublés, les appartements, pour pouvoir se permettre cette appropriation. Mais il y a quand même un point important, vous voyez, par exemple, c'est que si on prend une cuisine livrée par un bailleur aujourd'hui, ça laisse pas la possibilité de pouvoir faire la cuisine, sa vaisselle, etc. Donc en fait, d'accord, ils sont non meublés, mais on a quand même demandé des plans de travail qui soient très larges et qui sont livrés avec ces appartements. Donc vous voyez, voilà, tout est pensé. Enfin, on a déplacé l'escalier pour avoir l'entrée privative, etc. Donc c'est vraiment autant dans l'aménagement des couleurs, des matériaux, etc., que dans l'architecture elle-même du projet. Et puis, eh bien, quel que soit, c'est vrai, il y a plusieurs habitats inclusifs qui émergent aujourd'hui. On n'est pas les seuls. Ils ne sont pas tous faits pareil au niveau de la structure architecturale. Alors en revanche, ils ont vraiment tous une vraie colonne vertébrale commune. C'est le projet de vie social et partagé. Donc là, on est... Et c'est vrai qu'on répond en fait à de nouvelles demandes aujourd'hui, parce qu'on est vraiment sur une autre façon d'accompagner ces jeunes adultes qui sont aujourd'hui en désir et en capacité, d'ailleurs ça fait partie des premiers mots qu'on a dit, les jeunes en désir et en capacité de vivre une vie autonome dans un parcours ordinaire. Voilà. Et donc on a un accompagnement qui est construit pour et avec ses habitants, ça paraît le minimum, mais qui est surtout construit sur 3 axes bien distincts, et ces 3 axes font l'objet d'attributions de ressources humaines qui sont allouées spécifiquement à ces axes. Et donc, le premier axe, c'est bien évidemment de vivre seul en étant accompagné. Ça, c'est le premier des points. Donc, on a des intervenants extérieurs pour l'animation des groupes d'accompagnement à l'autonomie. Par exemple, les tâches et les marges de la vie quotidienne, savoir se faire la cuisine, entretenir son linge, sa maison, etc. Mais aussi les habiletés socio-professionnelles. On se substitue pas du tout aux accompagnants à l'emploi. On travaille d'autres choses et qui sont permises par le fait de faire des activités de groupe. Voilà. Donc il y aura peut-être d'autres choses qui vont émerger et qui sont importantes aussi. Et puis il y a aussi le fait de prendre soin de soi, de pouvoir tenir son financier, son administratif, etc. Voilà. Pour pouvoir, là on rentre vraiment dans la spécificité de l'habitat inclusif Gramont-Molière, pour pouvoir devenir acteur dans son logement. On a un animateur socioculturel qui est présent, qui était l'ingé son de ce matin d'ailleurs, qui s'est mis à notre disposition gentiment ce matin, Gaëtan,
un animateur socioculturel qui est là pour réguler la vie collective, évidemment dans l'habitat, l'animation des temps conviviaux, des soirées thématiques, des activités culturelles, sportives et de loisirs. Et l'animateur est présent de 17h à 22h tous les jours, plus certains samedis d'ailleurs, pour certaines activités extérieures de découverte sportive et sorties culturelles, qui se font toutes, je précise, dans des lieux de droit commun. Voilà, parce que le but, c'est l'ouverture à son environnement. Et donc, il est présent pour accompagner cette arrivée vers l'autonomie et cette dynamique de groupe de la vie partagée. Il est présent sur des temps qui sont des temps en dehors de chaque jeune à son activité, soit il a un travail, soit il fait des études, bref, et c'est le soir qu'il est accompagné essentiellement. Voilà. Donc ça, c'est le rôle de l'animateur. Et puis, parce qu'il s'agit d'un habitat inclusif, qui dit inclusif dit aussi s'inclure dans l'environnement proche, et bien toutes ces activités et ateliers et autres d'ailleurs sont travaillés dans une optique psychosociale. Donc on a moi-même, puisque je suis psychologue social, un montage, une conception, une coordination et le travail de la dynamique de mise en place de toutes ces activités qui sont faites sous un jour psychosocial, parce que c'est important de pouvoir ouvrir cet habitat à son environnement, mais pour pouvoir le faire, il faut pouvoir travailler quelles seront les réactions de l'environnement. Voilà à quoi se heurtent nos jeunes aujourd'hui. Ce sont des réactions qui ne sont pas forcément les plus inclusives, en tout cas les plus facilitantes, pour faciliter ce parcours dans le milieu ordinaire. Donc voilà pourquoi on travaille tout par pilote d'activités qui vont être ensuite animées. Et donc pour pouvoir, moi je travaille la dynamique de groupe, je travaille également les rapports, les contacts intergroupes, parce que le contact intergroupe, on peut le mettre très très mal en place et avoir pire que mieux en termes de résultats, et on peut le mettre très bien en place et obtenir des comportements beaucoup plus inclusifs. Donc voilà pourquoi on le travaille sous ce jour-là. Et puis je vous dis juste un mot pour terminer, parce que les ateliers sont mis à disposition des habitants de l'habitat, et donc une partie va rapatrier, mais pour le moment, tous, alors on voit pas, c'est pas forcément révélateur de la grandeur du local, parce qu'on voit que la porte, mais là il s'agit l'espace Tolmé, c'est un espace culturel de 90 mètres carrés, donc quand même c'est grand, hein, du type open space, où là il n'y a que du projet artistique qui se met en place. Voilà. Et donc, ce que vous avez vu ce matin en termes de prestations, je voulais vous emmener un petit peu dans les coulisses du montage de ces ateliers, parce qu'on a commencé avec un seul atelier théâtre. Aujourd'hui, on est sur une pluralité de propositions de ces ateliers. Pourquoi ? Parce que en fait, on les a tous, depuis le début, montés sur la même structure, ces ateliers. C'est-à-dire pouvoir donner la possibilité à chacun, à chaque jeune, qu'il aime ou qu'il n'aime pas hein, le domaine, à un moment donné, il va de toute manière le découvrir. Voilà. Mais on repart des sujets d'intérêt des jeunes, et on va leur fournir la possibilité d'apprendre ou de poursuivre la pratique de cette activité artistique, parce que tous ont des intervenants professionnels au sein de ces ateliers. On les met en place dans des lieux qui sont accessibles, la mobilité c'est tellement important, et avec un matériel spécifique. Voilà. Donc ça c'est le premier des points, c'est qu'on favorise l'apprentissage et la poursuite d'une pratique. Le deuxième des points, c'est que on a parlé de l'isolement social, on peut parler de quand on va à l'inverse, c'est-à-dire quand on rencontre l'autre, on va travailler des projets de groupe. Le travail de groupe, c'est pas si facile que ça. Et donc, si j'ai fait un point sur nos coordinateurs, c'est oui, s'ils n'étaient pas là, on ne pourrait pas mettre en place ces ateliers, parce que de façon bénévole, ils coordonnent ces ateliers et ils permettent à ces professionnels de s'axer sur le fait de travailler leur pratique et de les amener à pouvoir produire quelque chose qui est visible du grand public. Donc notre troisième point, c'est de pouvoir rendre visibles les réussites et compétences acquises de nos jeunes dans les ateliers, alors on travaille beaucoup à mettre en place des spectacles de fin d'année, des prestations extérieures, la preuve, des scènes ouvertes aussi, parce qu'on peut faire des prestations au sein de structures qui sont spécifiques, mais aussi en milieu ordinaire. Hein. Ils sont allés au festival L'Orée des Sons au mois de juin. Là, ils vont faire des
des scènes ouvertes dans un parc culturel de Tours. Voilà, on essaye de favoriser autant que faire se peut le fait de diversifier les endroits, et puis on leur met en place aussi des réseaux de diffusion pour qu'ils soient un petit peu connus parce qu'ils ont plein de talents. Voilà. Et puis le dernier point, c'est un point qu'aujourd'hui on peut atteindre, qu'on n'avait peut-être pas forcément il y a 6 ans. L'idée, c'est quand même d'élargir au maximum les centres d'intérêt, de repartir du centre d'intérêt principal, et puis de pouvoir arriver à les élargir, à élargir les domaines artistiques, parce que plus le jeune a la possibilité de faire du transversal, voilà, plus il va avoir la possibilité de rencontrer aussi les autres adhérents des autres ateliers. Donc voilà, on en arrive au tout début de l'histoire où on avait créé les ateliers pour développer le lien social. Voilà pour les divers projets. Est-ce que vous avez des questions? C'était limpide pour tout le monde. C'est vrai que c'était très très bien expliqué. Et que, écoutez, si vraiment il n'y a pas d'autres questions, moi ce que je voudrais dire, c'est que autant que faire se peut, il faut favoriser ce type de projet qui est extrêmement intéressant et qui est surtout très global. Parce qu'il n'est pas parti d'un appel à projet de l'ARS qui proposait de l'habitat inclusif. Il est parti de ce que vous aviez déjà réalisé au départ et vous vous êtes inscrit dans ce qui était proposé par l'ARS pour pouvoir favoriser l'accompagnement de ces jeunes dans l'habitat inclusif. Très cher, voilà. Mais qui sera magnifique. Et j'espère que vous nous inviterez à l'inauguration. Ce sera possible. J'espère qu'on reste en contact. Ah ben, tout à fait. Entre d'habitat inclusif. Voilà. Oui, d'ailleurs, je voulais souligner. Voilà. C'est quand même des occasions qui sont rares, qui nous sont données. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.